Smartphone, tablette, réseau, notifications et règne du like. Ce monde d'écran, c'est notre monde, celui dans lequel baignent enfants et adolescents, le fruit d'une révolution numérique qui a profondément bouleversé la parentalité et dont quelques professionnels ont perçu les effets pervers et continuent d'alerter les pouvoirs publics. Retard de langage, harcèlement, mal-être, laisser son enfant en ligne sans garde-fou pourrait bientôt sembler aussi inadapté que de fumer devant un nourrisson. Et toutes les familles ne jouent pas à armes égales dans cette guerre de l'attention lancée par les géants du numérique. Jeunesse sous écran, quels risques, quelles inégalités. Nous sommes au Centre culturel Le 104 à Paris et nous ouvrons le débat au micro sur France 24. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans ce lieu très vivant, vous l'entendez, qui est le 104. Docteur Diosika, vous êtes pédiatre en Seine-Saint-Denis et membre fondatrice du collectif Surexposition aux écrans. En 2019, vous mettez en place à l'hôpital une consultation spécifique pour les jeunes enfants présentant des troubles liés à la surexposition aux écrans et vous rassemblez vos observations cliniques dans cet ouvrage, L'enfant écran, comment échapper à ce que vous appelez la pandémie numérique. C'est édité chez Grasset. Yves-Marie, vous êtes cofondateur de l'association Lève les yeux, que vous décrivez comme un collectif pour la reconquête de l'attention. Vous êtes le co-auteur de La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre, aux éditions L'Échappée, une plongée dans le monde des captologues qui ont fait, dites-vous, de notre attention un produit comme un autre. Et Katia Roux, vous êtes chargée de plaidoyer technologie et droits humains pour Amnesty International. Dans votre dernière enquête, Entraînée dans le rabbit hole, vous prouvez que l'algorithme de TikTok entraîne les adolescents dans une spirale résolument nocive pour leur santé mentale. L'ONG en appelle à une réaction des autorités françaises et européennes. Et pour commencer, on va peut-être donner quelques chiffres et données. Un état des lieux. Le temps d'écran consommé aujourd'hui ne fait qu'augmenter. À moins de 2 ans, les enfants passent entre 1 heure et 3 heures par jour devant différents écrans, donc tous cumulés. Les troubles du langage ont doublé, c'est ce que vous avez constaté entre 2010 et 2020. La consommation qui augmente avec l'âge pour atteindre les 6 à 8 heures par jour en moyenne à l'adolescence, jusqu'à 10 heures pour certains pendant le week-end. Et 1 jeune sur 10 présente une situation d'addiction comportementale. Alors peut-être d'abord, docteur Diosika, est-ce que vous confirmez ces observations et quelle disparité se cache peut-être derrière aussi ces chiffres ? Déjà, c'est une moyenne de temps d'écran, donc c'est déclaratif, déjà. Donc c'est souvent plus, même pour les tout-petits, malheureusement. Après, c'est pas uniquement le temps d'écran dont il faut tenir compte, c'est l'enfermement de ces enfants qui se retrouvent sur des contenus inadaptés, qu'on aille vers TikTok pour les plus grands et surtout, moi, les tout-petits, et la plupart du temps seuls. Ça aussi, ça montre une certaine solitude aussi, du tout-petit aussi qui se retrouve seul. Et puis une autre notion qu'on oublie, c'est l'effet de ce qu'on appelle la technoférence, c'est-à-dire le temps d'écran de l'adulte, dont vous avez un peu parlé, qui va avoir un impact extrêmement important sur le tout petit, mais même sur le plus grand, parce qu'on n'est pas disponible pour son enfant. Donc du coup, la situation des enfants est extrêmement inquiétante, vraiment, de ce fait. Sur les observations très récentes, quelles évolutions vous voyez, vous, sur les quelques dernières années ? Des retards de langage de plus en plus importants. Quand on prend les chiffres de la DGESCO, donc on a en France, c'est sur de 2010 à 2018, c'est plus 94% de troubles du langage. Le retard de langage est de plus en plus important. Des enfants qui ne comprennent pas les interactions humaines, des enfants qui ont des troubles du sommeil, et ça c'est commun à tous les âges, et c'est important de le redire. Et donc quand on a des problèmes de sommeil, on a des problèmes qui sont aussi sur l'humeur, sur la concentration, sur les capacités aussi cognitives. Globalement, je ne vois que des choses qui s'aggravent de par le fait que les parents ne sont pas suffisamment informés, voire on leur ment, puisqu'on leur parle d'éducatif, de pédagogique, notamment chez le petit, ce qui n'est pas vrai avant 6 ans. Il n'y a rien d'éducatif et il n'y a rien qui remplace l'humain pour que l'enfant apprenne à parler. Et ça tendance, malheureusement, le numérique à aggraver les inégalités sociales, contrairement à ce qu'on pourrait dire au départ, puisque les gens peu informés, mal informés, vont faire un très mauvais usage du numérique et aux dépens de la santé de leur enfant. Ça va être un propos qu'on va développer. Yves-Marie, justement, vous avez travaillé dans des centres jeunesse, vous avez alerté dès le départ là-bas, notamment à Marseille. Quel retour vous pouvez nous faire justement sur vos ateliers de ces dernières années ? Oui, tout à fait. Dans le sens de ce que vient de dire Sylvie, il y a un énorme impact sur le creusement des inégalités sociales. Puisque nous, ce qu'on constate, on intervient dans les écoles, les collèges, les centres sociaux, beaucoup dans les Bouches-du-Rhône, un peu partout en France, mais beaucoup dans les Bouches-du-Rhône. Et on va dans les établissements privés d'Aix-en-Provence,
tout comme dans les collèges des quartiers nord de Marseille qui ont des niveaux de difficultés sociales très élevés. Et ce qu'on constate au fil des années, puisque ça fait maintenant 7 ans qu'on intervient, c'est une aggravation du problème dans les milieux les plus défavorisés, de plus en plus de temps d'écran, plus jeunes, l'arrivée de TikTok, l'arrivée de prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux, tout un tas de nouveaux phénomènes de plus en plus inquiétants, et le harcèlement qui ne cesse d'augmenter. Et dans les milieux les plus privilégiés, le problème ne disparaît pas bien sûr, mais la prise de conscience est là. Il y a beaucoup de familles qui font attention, qui verrouillent, qui ferment le temps d'écran à des tout petits temps le week-end, qui proposent des activités extérieures, qui ont les moyens en fait tout simplement d'offrir des alternatives à leurs enfants. Et là, c'est assez alarmant puisque ça implique encore un creusement supplémentaire des inégalités qui sont déjà très grandes dans notre société. Est-ce que vous diriez que la jeunesse, justement, avec qui vous avez travaillé dans ces quartiers-là, on est encore dans la sidération, on est complètement capté, vous dites qu'il n'y a pas du tout ce recul-là qu'on voit par ailleurs? Ah non, alors, il y a aussi plein de gens qui prennent conscience, bien sûr, du problème. Il y a de la sensibilisation qui est faite. Nous, c'est notre travail. Et puis, il y a plein d'acteurs de terrain qui font de la sensibilisation. Mais il y a aussi des conditions sociales qui sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire, pour certaines familles, le schéma un peu caricatural, mais qu'on retrouve très souvent, c'est une mère isolée qui a 5, 6, 7 enfants, un trafic de drogue en bas dans la cité. Et donc, c'est dangereux de laisser traîner ses enfants. Et donc finalement, par nécessité, il y a un isolement dans la maison, enfin dans l'immeuble, dans l'appartement, et avec des écrans qui servent un petit peu de nounou, et donc une espèce d'enfermement encore plus fort dans les écrans à tous les âges. Et alors voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est vraiment des situations qu'on retrouve régulièrement dans nos ateliers. Et on voit bien qu'il y a... Et ce qui est d'autant plus douloureux, c'est que la prise de conscience s'accompagne de cette frustration à avoir du mal à agir, à avoir du mal à se sortir de ces écrans. D'autant qu'une fois qu'on a commencé à les utiliser, c'est d'autant plus dur d'en sortir parce qu'il y a de l'habituation, un phénomène d'addiction quand même qui se joue. Katia Roux, vous êtes beaucoup, alors pas forcément dans la prévention, mais dans le plaidoyer, vous essayez d'alerter justement sur les problèmes de ces utilisations un peu abusives des écrans. Comment vous voyez ce décalage justement entre une partie de la population qui est alertée et une autre qui ne l'est pas du tout? Alors, je pense qu'on n'informe jamais suffisamment. C'est toujours très important de continuer à faire prendre conscience aussi des dangers liés à conception même de ces plateformes. Ça a été dit, en fait, la plupart des personnes avec qui on a discuté, y compris dans le cadre de notre dernière enquête sur TikTok, nous ont dit leur dépendance, mais leur impuissance, en fait, à se libérer de ces plateformes, parce que tout est fait pour garder le plus longtemps possible les utilisateurs et les utilisatrices en ligne. Donc, c'est extrêmement important, évidemment, de sensibiliser, de mobiliser sur le sujet, de comprendre comment fonctionnent ces plateformes, parce que tout ça émane de choix des entreprises des réseaux sociaux, qui fonctionnent toutes sur le même modèle de captation de l'attention, quelles que soient finalement les conséquences. Mais en premier lieu, il faut aussi comprendre que la responsabilité, elle repose justement sur ces plateformes, sur les entreprises des réseaux sociaux qui créent la dépendance, qui peuvent ensuite prendre tout un tas de mesures, soi-disant pour mieux déconnecter ou des missions de bien-être ou ce genre de choses, mais des mesures pour réparer finalement des maux que les plateformes créent elles-mêmes. Donc nous, ce qu'on a constaté effectivement, c'est qu'il y a ce besoin de sensibilisation, mais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont conscience finalement de ce phénomène, de cette addiction, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et ça ne peut pas reposer à titre individuel sur les épaules des enfants, des adolescents, des parents. Ça doit être régulé par les pouvoirs publics. Il doit y avoir des règles qui s'imposent aux plateformes, et il y en a. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces règles ne sont pas pleinement respectées. Les plateformes, et TikTok en particulier, puisque nous, on a enquêté sur le sujet, annoncent tout un tas de mesures justement pour atténuer les risques d'addiction, les risques d'être exposé à des contenus potentiellement préjudiciables. Aujourd'hui, avec l'enquête qu'on a menée, on a prouvé que ces mesures étaient tout à fait inefficaces, tout à fait inadaptées, et qu'on est très très loin en réalité que les plateformes remplissent ces obligations au regard donc des textes qui existent. Quels axes, là vous travaillez donc sur le pôle technologie et droits humains, quels axes vous paraissent les plus urgents à défendre aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y a une reconnaissance de la responsabilité des plateformes qu'il faut absolument travailler. Il y a un déni total de responsabilité en fait des plateformes qui vont dire c'est de la faute des utilisateurs et des utilisatrices qui postent des contenus problématiques, c'est la faute des parents qui n'encadrent pas suffisamment, qui ne contrôlent pas suffisamment. Nous, on a rencontré un certain nombre de familles dans notre enquête qui nous ont dit en fait, on accompagne le plus possible nos enfants. Il y a des parcours de soins qui se font, on fait le contrôle parental, on réduit à un quart d'heure par jour l'utilisation par exemple de TikTok et ça ne suffit pas parce qu'en fait les contenus délétères ils arrivent sur la plateforme sans que les jeunes les demandent. L'algorithme, en l'occurrence de TikTok, mais c'est le cas pour l'ensemble des entreprises et réseaux sociaux, piste tout ce que les enfants font en ligne pour proposer des contenus ultra personnalisés pour les maintenir encore plus longtemps en ligne et donc leur proposer davantage de contenu personnalisé et faire de la publicité ciblée. C'est le modèle de développement de ces plateformes. Donc il y a vraiment besoin de rompre avec ce déni de responsabilité et de la replacer là où elle est en premier lieu, c'est-à-dire sur les plateformes. Et ensuite, il faut changer ce modèle de développement économique qui est tout simplement dangereux. Là, on l'a montré pour la santé mentale des jeunes, c'est vrai pour plein d'autres situations. Une économie qui est basée sur l'attention, une économie qui est basée sur la captation des données personnelles et la surveillance ubiquitaire en ligne, elle fait forcément des dégâts. Et là, en l'occurrence, on parle de droit à la santé mentale, physique, on peut penser aussi au droit à la liberté d'opinion. Il y a tout un tas de droits humains qui sont affectés par ces pratiques-là et c'est extrêmement grave. Il faut réagir tout de suite. Justement, donc on parlait de l'adolescence qui peut être ciblée par TikTok. D'ailleurs, il n'y a pas que les adolescents qui sont sur TikTok, il y a des adultes, mais il y a aussi des très jeunes, mais il y a aussi tout un tas d'autres contenus qui peuvent paraître bien plus anodins et qui sont eux-mêmes ciblés. Ça, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Qui fonctionnent exactement dans exactement le même schéma que vous venez de dire, quel que soit l'âge de l'enfant. Pour les citer une seule fois, YouTube Kids est une des applications plateformes que les parents connaissent quasiment tous, c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure de ces dernières années, et qui fonctionne exactement de la même façon avec la publicité ciblée, avec la prise des données et avec l'algorithme. Et derrière ça, il y a des bébés de 18 mois, voire encore plus jeunes maintenant, 1 an, et avec des parents qui pensent que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est éducatif, pédagogique. Et les parents en sont persuadés. Et donc, on voit arriver des enfants de 18 mois qui font l'alphabet et qui ne savent pas dire papa, maman. Enfin, c'est grave. Vraiment, il y a de quoi être très en colère parce qu'on est en train de produire des troubles du développement chez des enfants qui peuvent être fragilisés effectivement dès leur naissance par différents problèmes et des enfants que je vois qui ont normalement un développement qui devrait être tout à fait adapté, correct et qui se retrouvent en défaut, en difficulté de retard de langage parce qu'on leur a donné des produits qui sont addictifs, on va le redire, pour le tout petit aussi, qui ne lâche pas, qui se met en colère. Tous les parents qui nous écoutent ont dû vivre le moment où on l'enlève, je fais la colère, je ne veux plus manger ou je ne veux plus faire ceci, cela. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve à des temps de 5 minutes qui passent à 3 heures, 6 heures et qui empiètent complètement ce temps volé à toutes les activités que devrait faire un enfant pour aller bien. Et le parent à côté qui regarde aussi son écran parce que lui aussi est pris dans ce piège. En fait, on donne un produit addictif et on le sait, sans donner de règles, sans donner de bonnes d'emploi et sans protéger les plus vulnérables. Et il y en a beaucoup, c'est pas seulement les enfants en difficulté, parce qu'un enfant, par définition, un adolescent, est vulnérable. Vous parlez de YouTublish dans votre livre, cet appauvrissement du langage. Comment vous l'avez aperçu en fait? C'est-à-dire vous avez vu des vraies différences entre des enfants avant 2010, c'est-à-dire avant les écrans, et ensuite après 2010? Oui, d'abord, c'est pas un langage, c'est le langage des enfants qui n'ont pas de langue, qui n'ont pas de langage. C'est une répétition de ce qu'ils ont entendu pendant des heures. Et moi, je travaille depuis plus de 30 ans et je ne voyais pas ce genre de choses. Je ne voyais pas des enfants arriver à 18 mois, ne dire aucun mot et chanter l'alphabet, dire des mots en anglais alors que les parents ne sont pas anglophones, ou raconter des choses que maintenant je perçois avec mon infirmière qui sont des génériques de dessins animés ou autres qu'ils entendent. Quand vous entendez pendant des heures, des milliers d'heures presque, ce genre de choses, vous le répétez, un enfant devient un petit perroquet et ce n'est pas du langage. Les parents sont parfois, c'est horrible, fiers de venir en disant mon enfant fait l'alphabet, il a 3 ans. Mais est-ce qu'il dit papa, maman? Non, il ne dit pas. Donc c'est ça le YouTublish, c'est la répétition de ces mots qu'ils ont entendus pendant des heures et qui n'est pas du langage, contrairement à ce que les parents pensent. Donc il y a une illusion des principes Absolument. éducatifs de ces plateformes-là. Il n'y a rien d'éducatif. Aucune application actuellement, avant 6 ans, n'a montré ses performances éducatives, pédagogiques. Aucune. Par contre, on laisse sur les médias, les radios, dire à certaines personnes qui font ces plateformes qu'elles le sont.
elles allèguent ces pouvoirs-là, ils ne l'ont pas. Les seuls qui ont fait ça sérieusement, c'est aux États-Unis dans les années 60, c'est Sesame Street ou Un rue Sésame, qui a fait quelque chose de qualité, vraiment dédié à aider les enfants. Ça date et il n'y a plus rien d'autre depuis. Après 6 ans, c'est une autre histoire. Mais avant, il n'y a que l'humain, l'adulte disponible qui peut aider l'enfant à progresser. Quelle est votre perception, vous, sur cette capacité éducative du numérique aujourd'hui ? Est-ce que vous servez d'ailleurs du numérique, même parfois, pour développer votre propos dans vos ateliers ? Ouais, non, beaucoup de scepticisme, effectivement, moi aussi, sur les vertus dites éducatives du numérique. Je pense qu'il faut avoir une lecture un petit peu objective des choses et voir qu'il y a des enjeux industriels, des enjeux économiques derrière. On a parlé du rôle des entreprises qui monétisent notre temps d'écran et notre attention. Il faut voir aussi que ces entreprises ont un intérêt financier à voir se développer l'usage des technologies numériques le plus tôt possible. Et donc, il y a tout le secteur qu'on appelle de la EdTech, donc des technologies de l'éducation, qui est encouragé par l'État, par le gouvernement, par l'Union européenne. Il y a toujours derrière les objectifs de croissance. Et donc, il y a eu cet effet d'opportunité de se dire l'éducation nationale peut être un levier pour promouvoir les EdTech, pour produire de la croissance via l'éducation nationale, ce qui est au détriment en fait, de l'éducation, in fine. Et donc, on a vu arriver des tablettes individuelles au collège, lycée, puis collège, puis primaire, puis désormais des écrans en maternelle qui se sont multipliés, les logiciels, les espaces numériques de travail qui finalement ramènent les familles et les enfants sur Internet le soir et qui créent une espèce de dépendance aux écrans en continu. Oui, parce qu'il arrive que justement le numérique vienne par l'école, de par justement ces plateformes-là où il faut se connecter pour avoir les dernières informations de ses professeurs, ses notes, et ça considérer que c'est problématique. C'est totalement problématique, c'est très pernicieux parce que, et on voit bien d'ailleurs, par exemple, quand on écoute la parole publique aujourd'hui, notamment du côté du gouvernement, on a à la fois un discours qui enfin prend conscience des dangers de la surexposition aux écrans et commence un petit peu à être sensible, à alerter, et à la fois continue à promouvoir l'intelligence artificielle qu'il faut utiliser le plus possible, avec toujours ce discours du bon usage des écrans. Donc il y a tout un arc comme ça argumentatif qui permet de ménager la chèvre et le chou, mais qui est en fait dans un espèce de déni des réalités, qui est que, non, en fait, comme le disait Madame Osica, un enfant apprend grâce à des interactions humaines, et on a besoin d'attention humaine et de concentration pour apprendre, pour se développer. Et voilà, et les écrans, je pense qu'il faut vraiment retarder au contraire leur arrivée et les conserver davantage pour les fonctions professionnelles, voire des fonctions éducatives peut-être tard, peut-être sur certains usages, apprendre à utiliser le numérique, ça c'est évidemment pertinent. Nous, on est pour l'éducation au numérique, mais pas par le numérique. Vous parliez tout à l'heure d'addiction. L'addiction, c'est un terme l'addiction aux écrans, semble-t-il, c'est un terme qui n'est pas reconnu scientifiquement, mais que vous défendez. Oui, je défends parce que c'est un constat clinique. Alors, on parle d'usage problématique, pourquoi pas, mais enfin, on se retrouve avec tous les critères qu'on retrouve. Il y a 9 critères qu'on retrouve de façon assez simple, c'est-à-dire j'en veux toujours plus, ce qui me fait plaisir, c'est ça. Je ne pense qu'à ça. Quand on arrête, je me mets en colère et je réclame. Enfin, les bébés, je parle bien de bébés, de 12, 15, 18 mois, expriment tout à fait ce genre de symptômes. Et quand on arrête, parce que c'est ce que je fais à ma consultation sur exposition écran, quand j'explique aux parents la notion donc de justement l'effet de la technoférence, l'effet de ce que font ces écrans, on arrête, c'est dur pendant une semaine. Ils le disent très bien, comme quelqu'un qui serait sevré de quelque chose qui a envahi totalement sa vie. Et au bout de 5-6 jours, donc ça c'est un message positif pour les parents qui peuvent nous écouter, on arrive vraiment à faire de belles choses. Et dans la majorité des cas, progressivement, les choses s'améliorent. Pas complètement pour tous, mais s'améliorent de façon franche. Il n'y a pas que l'arrêt des écrans. Il ne faut pas l'oublier, ce que les détracteurs nous disent. Oula, il y a aussi évidemment reprendre une parentalité engagée et faire comprendre aux parents que lui fait mieux que le numérique. Parce qu'il y a cette notion-là aussi beaucoup. Je vois que les parents pensent que le numérique fait bien mieux qu'eux, qu'ils n'ont plus confiance en eux, ils sont des fois seuls, des mamans isolées, ainsi de suite.
Et ils pensent que le numérique va faire beaucoup mieux, fascinés par aussi cette notion du numérique et aussi par cette nouveauté qui fait qu'il faut aller de l'avant, quoi. Mais en fait, non, l'humain reste encore essentiel. Heureusement d'ailleurs. Vous insistez dans les livres sur le fait qu'un petit enfant, dans la petite enfance, on a besoin de très peu de choses. Là où en Absolument. fait, parfois le parent craint de ne pas donner assez, parce qu'on est aussi dans cette société-là de consommation, de stimulation. Il a besoin de disponibilité de l'adulte. L'adulte qui est auprès de lui, il doit être disponible et c'est la plus belle chose qu'on peut donner à un enfant avec pas grand-chose à côté. Et donc dès la maternité, moi je plaide pour que les choses soient faites très précocement. Dès la maternité, un bébé, des fois la première chose qu'il va regarder, c'est un rectangle noir, au lieu d'avoir le regard de son papa et sa maman. Et c'est comme ça après à la salle d'accouchement, c'est de plus en plus fréquent et en maternité parce qu'on filme tout et le numérique est partout. Le bébé, il veut les yeux de l'humain, les yeux du père, de la mère, de celui qui s'occupe de lui. C'est essentiel. Le langage se construit dans le regard. C'est parce qu'on se regarde qu'un bébé va comprendre ce qui se passe. Et c'est le seul moyen pour avancer. Vraiment, le visuel chez l'enfant est essentiel. Donc s'il n'y a pas ça, il perd beaucoup. Donc le cerveau social, c'est ça Oui, dont vous parlez. c'est Je pense essentiel. que vous travaillez aussi un peu sur ces questions-là. Ce cerveau social qui peut être un petit peu Et la malmené. disponibilité de l'adulte, je répète, la Oui, technoférence, ça fait on vraiment va des dégâts clairement en parler importants. parce que je pense qu'on a tous une grosse responsabilité. Mais sur les parents engagés dont vous parliez, on a besoin de parents engagés. En lisant votre rapport, on voit qu'il y a des parents qui se sont battus à essayer de signaler tous les contenus mortifères qui étaient qui s'apercevaient sur TikTok. Et en fait, c'est totalement chronophage et c'est le combat de David contre Goliath. En fait, ça ne fonctionne pas. Absolument, c'est chronophage et puis ils l'ont fait en vain surtout parce que donc on a rencontré un certain nombre de familles qui se mobilisent aujourd'hui dans le cadre du collectif Algos Victima en portant plainte contre TikTok qu'ils estiment responsables de la détérioration aussi de la santé mentale de leurs enfants. Ce sont des familles qui nous disent comment elles ont essayé donc de lutter contre cette addiction, d'accompagner leurs enfants, de faire poser ce contrôle parental et de signaler tous les contenus potentiellement problématiques et ça n'a pas marché. Et ces familles nous ont dit à quel point finalement elles n'avaient pas conscience avant que pour certaines le pire arrive que leurs enfants, leurs adolescentes, en l'occurrence c'était beaucoup des jeunes filles, étaient aspirées dans ces spirales de contenus toxiques. C'était des jeunes filles qui allaient pas forcément très bien, en tout cas qui étaient vulnérables. On l'a dit, la période de l'adolescence est une période qui peut être difficile et où on peut être plus ou moins fragile ou fragilisé. Eh bien les jeunes qui ont témoigné nous ont dit finalement que TikTok leur avait maintenu la tête sous l'eau. C'est vraiment l'expression qui est souvent revenue, c'est-à-dire des personnes qui essaient de s'en sortir avec des parents qui essayaient aussi de leur proposer autre chose, mais l'addiction était telle et finalement ces spirales dans lesquelles ils sont tombés était tellement grande et infinie que c'était très très difficile d'en sortir. Et encore une fois, ce ne sont pas des contenus qui ont été choisis et voulus. C'est parce que l'algorithme a estimé que tel profil pouvait être intéressé par tel sujet qu'il a poussé ces sujets sur le fil ultra personnalisé, dans le fameux fil pour toi de la plateforme. Et ça revient aussi à cette question de reprendre le contrôle aussi sur ces plateformes numériques. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut à un moment donné pouvoir choisir délibérément les contenus qu'on veut recevoir, les vidéos qu'on veut regarder, ou est-ce qu'on va subir finalement ce que l'algorithme aura perçu de nos centres d'intérêt, de notre niveau de bien-être. L'algorithme n'est pas conçu en soi pour promouvoir des contenus potentiellement préjudiciables. Mais si il détecte qu'il y a un intérêt pour ce sujet, il va les pousser coûte que coûte. Et quelles que soient finalement les conséquences, y compris des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et on en a eu quelques exemples en fait dans notre enquête d'adolescentes qui ont fini par se donner la mort après avoir été exposées à des vidéos qui partageaient des méthodes sur comment passer à l'acte, après avoir été exposées à des vidéos qui banalisaient complètement la dépression, voire qui romantisaient le suicide. Il faut s'imaginer des paysages de bord de mer ou de montagne, avec des messages en disant voilà ça ira mieux si tu passes à l'acte, etc., etc. Comment et toute vous une communauté expliquez qui encourage aussi autour. Comment Ouais. vous expliquez à ce stade que soient favorisés les contenus mortifères sur des contenus, on peut imaginer peut-être plus bienveillants ou qui tiraient vers le haut? Alors, c'est pas tant que l'algorithme va favoriser des contenus, on va dire, négatifs versus des contenus positifs. C'est que s'il identifie un intérêt pour la santé mentale, il va pousser ce genre de contenu. Nous, on a fait une enquête très simple. On a fait des tests avec 3 faux comptes d'adolescents et d'adolescentes de 13 ans enregistrés en France sur TikTok et le fil pour toi. On a fait défiler des vidéos.
Et dès qu'il y avait une vidéo liée à la santé mentale, on l'a regardée 2 fois. C'est tout ce qu'on a fait. Alors, des vidéos liées à la santé mentale, ça peut aller du développement personnel à des vidéos de coaching qu'on peut retrouver en ligne, jusqu'à des vidéos, effectivement, qui font part d'une détresse ou autre. C'était très, très large. Simplement, en regardant 2 fois ces vidéos, on s'est rendu compte qu'il fallait entre 15 et 20 minutes pour que les 3 fils pour toi de la plateforme soient quasiment entièrement remplis de vidéos de ce type, avec près de la moitié de contenu, cette fois-ci triste et dépressif. Et au bout de 45 minutes, on a eu 2 des 3 comptes avec des premières vidéos liées au suicide. Et entre 3 et 4 heures, on a eu carrément là sur les 3 comptes des vidéos qui partageaient l'intention des jeunes de passer à l'acte, y compris avec des méthodes pour le faire. Ça va très vite. Et c'était pas une intention de pousser forcément ces contenus, c'est parce que l'algorithme a détecté qu'il y avait un intérêt. Et là, on a simplement regardé 2 fois une vidéo, on n'a rien partagé, on n'a rien commenté, on n'a rien liké, on n'a rien recherché. L'indication qui était envoyée à l'algorithme était quand même très minime. Et pour autant, ça a suffi à avoir des fils qui étaient inondés de contenus potentiellement préjudiciables, parce que pour des adolescents et des adolescentes de 13 ans qui ne vont pas bien, recevoir ce genre de vidéos de manière répétée, voire continue, nous-mêmes, quand on a fait l'expérience, ça nous mettait déjà dans un état pas forcément évident. Donc on peut imaginer pour des jeunes qui ne sont pas forcément très très bien dans leur corps, dans leur tête, etc., l'impact que ça peut avoir. En quelques heures. Hein. Quelques heures. Monsieur Marie, justement, on peut peut-être s'arrêter quelques instants sur les techniques déployées pour capter les cerveaux de la jeunesse. Vous avez vraiment travaillé dessus dans votre livre La guerre de l'attention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors effectivement, il y a tout un panel de techniques mises en œuvre. Ils ont développé toute une science qu'ils appellent la captologie, à l'université de Stanford, notamment, ce fameux laboratoire de captologie, où ils vont croiser le travail de neuroscientifiques, de psychologues, d'ingénieurs pour aller concevoir des petites techniques sur l'application, sur l'interface, qui vont jouer sur des zones du cerveau, produire de la dopamine et produire cette envie d'y retourner, de retrouver de la dopamine, d'avoir sa dose en fait, de créer une dépendance, une véritable addiction chimique. Et alors parmi les plus connus, il y a celle de la peur de manquer, d'envoyer des notifications pour faire ressentir qu'on va peut-être rater quelque chose. Il y a la récompense aléatoire, qui est sans doute un des mécanismes les plus importants dans la captologie. L'idée qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir quand on va scroller. Est-ce que ce sera positif? Est-ce que ce sera négatif? Est-ce que ce sera neutre comme sensation? Et donc parfois on aura des petites lumières rouges un petit peu satisfaisantes, parfois il n'y aura rien, des likes qui gratifient, parfois rien. Et ça, ils l'ont compris et ils le maîtrisent à un point. C'est des artistes en fait de l'addiction, quoi, et de la captation de l'attention, puisque comme ça a pu être dit, c'est la base de leur modèle économique. On télécharge ces applications gratuitement et derrière. Les revenus publicitaires qu'obtiennent ces plateformes sont liés au temps d'écran et puis aux interactions que les utilisateurs vont avoir. Donc, l'idée derrière, c'est qu'évidemment cette jeunesse est devenue, l'attention de cette jeunesse est devenue un produit comme un autre. Est-ce que c'est des choses que vous développez justement avec les jeunes par exemple à Marseille, et quel est leur retour là-dessus? Est-ce que c'est important pour eux ou est-ce que finalement ils ont accepté l'idée? Non, effectivement, nous c'est vraiment l'idée, c'est de nourrir leur esprit critique et leur montrer la part de manipulation qu'il y a derrière ces applications. Et ça, c'est souvent quelque chose dont ils n'ont pas vraiment conscience. Et ça, je pense que c'est une des forces de notre travail, et on en est assez fiers, arriver à au moins planter cette graine d'esprit critique, leur dire, voilà, vous êtes l'objet de manipulation de la part d'entreprises multimilliardaires qui ont parfois en plus des agendas géopolitiques, mais bon, passons là-dessus, parce que c'est pas forcément ça dont on va parler aux jeunes, mais en tout cas de leur montrer que c'est surtout pour s'enrichir qu'ils manipulent leur attention et qu'ils font exprès de les rendre addicts. Et donc leur part à eux de libre arbitre est en fait très réduite, et que s'ils passent autant de temps, c'est pas tellement de leur fait, ils sont souvent l'objet de manipulation par des gens très riches, très organisés, très intelligents, et qui sont simplement dans une stratégie lucrative d'enrichissement. Et je pense que ça joue, ça va les bousculer, ça peut les motiver à agir. Après, on le sait, pour des gens qui sont accros au tabac et qui sont adultes, ça va pas être facile de s'arrêter. On peut même parler des adultes accros à leur smartphone, qui n'arrivent pas à s'arrêter à utiliser leur smartphone. Espérer d'un enfant ou d'un adolescent que de lui-même, parce qu'il a pris conscience, il va s'arrêter,
C'est impossible. C'est naïf et utopique en fait. Il faudra une participation de la puissance publique nécessairement Bien pour sûr. en Justement, alors là, c'est intéressant parce que je m'adresse au docteur. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans le cerveau de l'enfant et donc de l'adolescent qui fait qu'il n'aura pas le recul peut-être d'un adulte? Et je dédouane pas du tout les adultes. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que les adultes aussi... Mais est-ce qu'il faut porter une attention particulière, et je pense que c'est tout le propos ici, sur l'adolescence, et pourquoi? Est-ce que c'est physique? Oui, parce qu'on sait que justement la période d'adolescence est une période vulnérable, c'est une période aussi où il y a beaucoup plus de maladies psychiques qui vont apparaître, et ce sur un faisceau assez large, parce que ça va de 8 à 25 ans, où il y a des maladies psychologiques, psychiatriques qui peuvent apparaître et qui les rend encore plus vulnérables, et le cerveau d'un enfant est en construction. Alors la chose positive pour le tout petit, c'est qu'il y a une plasticité cérébrale, c'est comme ça qu'on dit aussi, et qui va faire qu'on va pouvoir aider à modeler dans le bon sens. Mais si on passe des heures, des jours, des semaines, des mois, comme c'est le cas pour beaucoup d'enfants, ça pose évidemment problème et il y a des choses qui vont être compliquées pour revenir en arrière s'ils ont passé trop de temps. J'insiste encore sur les adultes qui eux-mêmes ne connaissent pas ce que on enseigne par exemple auprès des adolescents. Ils savent pas, moi je leur parle dans des conférences de captologie, ils sont pas au courant. Hein. On a vraiment donné un modèle sans donner le risque comme on l'a fait au bout d'un certain temps pour l'alcool, pour le tabac. On l'a pas encore fait suffisamment pour le numérique. On dit qu'on éduque, qu'on informe, mais c'est pas encore assez fort, assez clair parce que justement, je pense que les GAFAM et autres font en sorte que le bruit ne soit pas trop fort sur ce sujet quand même. Justement, vous avez, dans votre cabinet, dans ce secret médical, j'imagine, mais le désarroi, vous voyez le désarroi de ces parents qui découvrent, en fait, du jour au lendemain, qu'ils n'ont absolument pas pris les bonnes décisions. Comment vous gérez ça? Parce que c'est extrêmement sensible, en fait. Alors moi j'ai un profil un peu particulier parce que comme je suis les enfants de 0 à 16 ans, a priori j'ai vu les enfants assez tôt et les parents assez tôt. Et moi je commence à 15 jours de vie la première sensibilisation à la problématique des écrans en disant que l'adulte doit être disponible, donc ne pas utiliser son smartphone en présence de son bébé, ne pas allumer la télévision en arrière-plan parce que ça perturbe aussi le développement du bébé. Et vous le faites de façon individuelle en fait, c'est pas... Tout à fait, et j'apprends à mes externes, mes internes à l'hôpital cela parce que ça je pense que c'est un point important qu'il faut pointer, c'est qu'on est très très en retard dans tous les domaines et aussi dans le milieu médical. Les gens de terrain qui sont auprès des enfants, dans les PMI, les puéricultrices, tout ça, se rendent compte de la problématique. Mais les médecins, je parle en tant que médecin, n'ont pas encore pris pour beaucoup conscience. Il y en a certains, c'est le cas. Et donc, du coup, les messages donnés très précocement, qui devraient être donnés très précocement, ne sont pas faits. C'est écrit dans le carnet de santé maintenant dès l'âge de 3 mois, par exemple, qu'il ne faut pas utiliser les écrans. Comment vous expliquez que les médecins soient un peu en retard sur cette question-là, sachant que ça touche à la concentration, au sommeil, à l'anxiété, ça paraît presque étonnant. Alors dans notre livre justement l'enfant écran, on essaye d'expliquer un peu tout ce qui est en train de se passer. D'abord notre médecine va pas très bien, vous le savez, il y a de moins en moins de médecins, il y a peu d'enfants qui sont suivis par des spécialistes de l'enfance et que 15% des enfants en France, on le sait pas toujours, sont suivis par un pédiatre. Donc d'accord, les médecins généralistes sont totalement débordés, ne sont pas formés dans la formation, il n'y a aucune prise de conscience sur l'impact de l'écran. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi... Alors là, je vais dire que je suis sans conflit d'intérêt, je ne l'ai pas déclaré au départ, des messages qui ne sont pas assez clairs, parce qu'il y a des conflits d'intérêt dans le numérique, très clairement, pour avoir des messages très clairs dans notre société, pour dire il y a un problème sur les écrans. Il y a une chose que je voudrais dire importante, qui a un lien, c'est que tout le monde est d'accord, même ceux qui sont totalement fascinés, parce qu'il y a cette histoire de fascination pour les médecins aussi sur les écrans, de l'impact sur le sommeil. Du tout petit jusqu'au plus grand. Et on sait tous, quand on fait de la médecine, mais même de façon générale, on le sait, qu'il y a un impact sur l'humeur, la concentration, sur la mémorisation, sur les fonctions exécutives. Et ça, c'est dit dans la bibliographie internationale depuis longtemps. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc on devrait tous être d'accord, puisque si on touche le sommeil de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, on a un impact sur tout ce que je viens de dire. Donc même sur les résultats scolaires, sur les capacités de concentration, sur l'attention, on parle beaucoup de troubles de l'attention, ainsi de suite. Tout ça fait que le numérique est bien responsable de certaines choses et dont on n'a pas encore pris conscience, dont les médecins. Donc je pense qu'il faut faire des fois un gros coup de poing sur la table et que l'éducation ne suffira pas pour pouvoir passer ces messages, comme ça a été le cas avec l'alcool, avec le tabac par exemple. Il y a peut-être un peu aussi cette illusion pour une génération peut-être un peu plus âgée que la mienne, qu'ils ont grandi avec la télévision, leurs enfants ont grandi avec la télévision et que ça n'a pas donné, ça n'a pas été dramatique. Parce que j'ai beaucoup de grand-mères, par exemple, qui viennent et qui me disent ma fille, elle a été élevée avec les écrans, avec la télé allumée. Vous voyez, elle va très bien. Ma petite fille, vous dites que c'est un problème. Ben oui, mais les gens n'ont pas compris. Ce n'est plus la même chose qu'on regarde. Il y a la notion de permanence, 24 heures sur 24, d'objet nomade, qui fait que maintenant, c'est dans les toilettes ou c'est dans la salle de
de bain ou dans la chambre, les parents sont persuadés que si leur enfant est dans leur chambre, il est en sécurité. Mais non, il surfe sur Internet et il n'est pas en sécurité parce que c'est permanent 24 heures sur 24. C'est plus du tout les mêmes contenus et la même temporalité qu'on avait il y a 20 ans. Donc là aussi, je redis bien aux grands-mères et aux mamans qu'on n'est plus du tout dans le même monde depuis 10 ans maintenant. Yves-Marie, quel risque en fait de ces inégalités dont on parlait tout à l'heure, qui sont des inégalités numériques à la base qui deviennent éducatives en fait, et quel risque aujourd'hui pour la société? Qu'est-ce que vous apercevez, vous? À vrai dire, je pense que le risque, il est protéiforme, et en fait, on le retrouve dans la plupart des débats de société qu'on a actuellement. Si vous voyez les cas de passage à l'acte en termes d'agression et de meurtre, des derniers faits divers qu'on a pu avoir, sur un jeune qui a agressé une surveillante à Nantes, sur des passages à l'acte de radicalisés religieux. En fait, quand vous suivez les enquêtes, vous voyez que vous avez très souvent en fait des personnes qui se sont engrainées toutes seules sur Internet. Vous avez les cas d'agression sexuelle. Si vous prenez l'affaire de Gisèle Pelicot, en fait, vous vous rendez compte que la place du logiciel de mise en lien du réseau de violeurs est en fait centrale dans le dispositif. Et en fait, moi, mon sentiment, là récemment, j'étais interviewé sur le cas d'un homme qui est mort en direct sur une chaîne Twitch pour des gens qui faisaient du profit sur le nombre de claques et de victimisations qu'ils infligeaient à la personne. Bon. Généralement, il y a quand même une espèce à mon avis, de dérive qui est à l'œuvre, avec un temps d'écran qui explose et une perte de rapport au réel. Et un processus comme ça où les éléments, les normes sociales, les éléments qui nous lient, qui font société, sont un petit peu détricotés par ces algorithmes, par ces temps d'écran. Et quand même en arrière-plan, des entreprises, alors je ne dis pas qu'elles font ça à dessein, mais comme l'a très bien expliqué Katia Roux, elles sont simplement dans une quête de profit. Et ce qui génère du profit, c'est les contenus saillants, clashants, les contenus soit sexualisants, soit conflictuels. Et donc, ça, plus l'isolement lié à notre société moderne et tout ce qui s'ensuit, entraîne comme ça, je trouve, une sorte une aggravation de la dislocation du lien social. Et des tensions en fait, qu'on retrouve au niveau politique, qu'on retrouve dans le débat public. Un débat public qui n'a plus lieu dans les cafés ou à l'Assemblée, qui a lieu sur TikTok, sur X, qui sont encore une fois des plateformes détenues par des gens avec des agendas politiques pour le coup. Quand on parle de X ou de TikTok, on sait que les gens qui dirigent ces entreprises ont des agendas politiques qui ne sont pas dans le sens de l'intérêt général, en tout cas pour la France. Et donc voilà, à mon sens, on a un enjeu très très fort en fait de préservation du lien social et de bâtir notre société. Et puis peut-être qu'il faudrait aussi parler un tout petit peu des dernières actualités sur l'intelligence artificielle, qui est une nouvelle couche de problème et une nouvelle aggravation du sujet. Et ouais, je pense qu'on est très très loin du niveau de réaction nécessaire du point de vue des pouvoirs publics face à tous les constats dramatiques qu'on est en train de dresser. Il y a un besoin urgent de prise de conscience et d'action au-delà des discours de la part de la puissance publique. Mais c'est un projet de société, alors on n'a pas tous signé au départ, mais c'est quand même notre projet de société aujourd'hui. Comment on fait pour lutter? Comment on fait pour rétropédaler? Ça paraît presque... vous le faites, chacun ici le fait un petit peu à sa façon. Mais est-ce que ça fait même sens aujourd'hui quand on voit à quel point ça va vite et que ça nous dépasse? Mais justement, il y a peut-être aussi quelque chose à déconstruire aujourd'hui au niveau de certaines représentations, et ça a aussi été dit en creux sur plusieurs interventions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette idée que l'innovation est nécessairement positive et qu'il faut la poursuivre à tout prix, coûte que coûte, et on l'oppose aussi dans le discours public, y compris parfois dans la bouche de certains régulateurs, à la régulation. Et ça, là, forcément, on marche sur la tête, parce que opposer l'innovation à la régulation, c'est finalement ouvrir la porte à toutes les dérives, à tous les abus aussi qu'on est en train de décrire. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir effectivement des développements positifs à un moment donné de l'IA, mais si en fait on ne se pose pas les questions en amont, au moment même de la conception, avant le déploiement et l'utilisation des risques potentiels pour les droits humains ou pour la société, finalement, on passe complètement à côté du problème. À chaque fois qu'on parle du numérique, de l'intelligence artificielle,
de ces systèmes-là et qu'on associe des risques, on s'imagine un futur dystopique, forcément lointain, etc. En fait, les risques, ils sont ici et maintenant et ils sont déjà constatés depuis un certain temps par des experts, par des professionnels qui constatent en fait les dégâts tous les jours et qui effectivement accroissent les inégalités, augmentent les discriminations, enferment des jeunes dans des bulles, isolent, fracturent, montent les uns contre les autres certains groupes, certaines communautés à des fins soit effectivement lucratives, soit électorales ou autres. Ça, on le constate tous les jours et aujourd'hui, on a du recul dessus et on a aussi des recommandations et on sait très bien comment ça pourrait être finalement encadré. Il y a un règlement européen aujourd'hui qui vise précisément à encadrer les plateformes, qui a été adopté en 2022, c'est le Digital Services Act, qui est mis en œuvre depuis 2023 pour les très grandes plateformes du numérique, donc les entreprises des réseaux sociaux en particulier, et pour toutes les autres entreprises depuis début 2024. Aujourd'hui, on est très très loin de l'application ambitieuse et ferme de ce texte. Aujourd'hui, on a par exemple TikTok qui annonce des mesures d'atténuation en termes de méditation, mission de bien-être sur sa plateforme, alors qu'en fait, ce texte l'oblige à identifier les risques systémiques, c'est-à-dire liés à la conception même de sa plateforme, à mettre en face des mesures d'atténuation de ces risques. Et effectivement, ce sont des choix de conception. Quand on parle d'addiction et qu'on parlait effectivement soit du système de recommandation algorithmique, de la lecture automatique, de ces objets nomades qui sont partout, l'ultra-personnalisation, et je rejoins, c'est aussi ce qui nous différencie de la télévision ou autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contenus qu'on va trouver, ils sont personnalisés, ils sont calibrés pour chaque profil, pour chaque personne, pour faire du profit. Et ça, effectivement, c'est très différent de ce qui se passait. Et bien tout ça, on pourrait lutter contre ça. On pourrait mettre en place des mesures qui ne soient pas par défaut, fondées sur le profilage en ligne, par exemple. On pourrait penser des plateformes qui soient basées sur le choix libre, éclairé, préalable des utilisateurs. Il y a beaucoup de mesures qui feraient qu'on pourrait changer le modèle de développement économique de ces plateformes. Et aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'en fait, c'est le business model, c'est la publicité ciblée, c'est l'économie de l'attention et c'est le profit coûte que coûte. Aujourd'hui, tout ça pourrait changer et je suis d'accord, c'est une volonté politique d'imposer ces cadres-là parce que les entreprises ne s'autorégulent pas, sinon ça se saurait. Et une fois que ces cadres sont adoptés, de pouvoir les mettre en place et assurer de leur mise en œuvre effective et ambitieuse. Et ça, encore une fois, on n'y est pas. Ce n'est pas lié qu'au Covid, je rebondis parce qu'on dit souvent que c'est le Covid qui a déclenché tout ça. Bien avant le Covid déjà, 2010, 2012, on s'inquiétait et ensuite 2015. Donc c'est un point important parce que c'est souvent pointé. C'est le Covid, c'est normal, on est en train de se remettre de tout ça. Non, tout à fait. Ça n'est pas vrai. Vous évoquiez dans votre rapport le droit, l'idée de défendre le droit à la liberté de penser comme donc un droit absolu. Yves-Marie, quel risque pour la liberté de penser et notre façon de penser justement quand on est entouré et happé par ces outils aujourd'hui? Un risque très grand. Il y a une forme il y a des stratégies d'influence de la part d'acteurs puissants qui s'opèrent sur les esprits. Et c'est ça aussi, quand on parlait des inégalités, en fait, on voit bien aujourd'hui que plus on est riche, plus on développe des capacités d'influence. On voit aujourd'hui les candidats dans les élections dans beaucoup de pays. Il suffit de prendre la première puissance mondiale, les États-Unis. C'est la richesse qui permet l'influence en ligne et qui permet derrière de cibler ces publicités et donc d'obtenir des voix. Et on voit la puissance d'un Elon Musk aussi, qui a acheté un réseau social pour avoir de l'influence dans le débat public et sur l'opinion. Donc il y a une énorme menace en fait sur nos esprits, sur notre liberté de penser. Et donc, encore une fois, à l'échelle individuelle, il faut faire l'effort le plus possible de se libérer. Moi, ce que je recommande systématiquement, c'est d'arrêter le smartphone. Ça paraît un peu fou à plein de gens, mais on est un certain nombre à y arriver, et donc c'est encore possible. Et plus on sera nombreux à arrêter le smartphone, plus on mettra à mal notre dépendance collective. Vous-même, vous avez arrêté le smartphone? Moi, j'ai arrêté le smartphone. Ouais. Vous pouvez nous expliquer simplement un retour sur expérience, comment ça s'est passé pour vous? C'est intéressant. Ouais, à force de réfléchir à ces questions, j'ai compris que c'est sans doute la meilleure solution, c'est-à-dire que j'ai été par étapes. Donc mon vieux smartphone, je l'ai gardé chez moi au départ uniquement pour WhatsApp, qui était le plus difficile à arrêter. Et j'ai acheté un petit téléphone pour le quotidien. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un an et demi, je crois, l'application d'elle-même s'est arrêtée de fonctionner. Aujourd'hui, je n'ai que mon petit téléphone qui permet de téléphoner déjà, d'avoir des textos, qui est déjà en fait, je trouve assez envahissant, on va dire. mais voilà, et ça permet de fonctionner parce que j'ai quand même Internet, donc j'ai quand même
Je communique par mail, je peux quand même accéder à des cartes interactives si j'en ai besoin. En fait, on a vécu comme ça pendant longtemps et on s'en sort très bien, quoi. Et donc ça, c'est la déconnexion individuelle. Mais moi, je suis convaincu qu'à l'échelle collective, il y a vraiment un enjeu pour la puissance publique d'agir. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais souligner, c'est que si on attend l'Union européenne, à mon avis, on risque d'attendre longtemps. Moi, j'ai travaillé au Parlement européen dans le passé. Je sais un petit peu comment ça se passe. Les rapports de force avec les lobbies industriels sont très compliqués. Si on attend le gouvernement français, on peut espérer, mais j'ai peur qu'on attende longtemps aussi. Mais espérons, il faut continuer et il faut continuer de pousser. En revanche, les acteurs locaux peuvent agir beaucoup. Nous, on a rédigé une charte qui s'appelle « Plus d'humains, moins d'écran » à l'intention des candidats aux élections municipales. Ça tombe bien, en mars prochain, il y a les élections municipales en France. Et en fait, les communes, les mairies, les communautés d'agglomération, elles ont le pouvoir d'agir, de financer de la prévention et de la prévention indépendante de l'industrie numérique. C'est très important de le préciser. Et elles ont aussi le pouvoir de former leurs équipes. Elles ont le pouvoir de refuser l'entrée des tablettes en maternelle, à l'école primaire. Elles peuvent faire des campagnes d'affichage. Elles peuvent proposer un service public qui soit plus humain, qui ne soit pas systématiquement en ligne aussi, et qui peut aggraver la dépendance. Donc les acteurs locaux, en fait, peuvent faire beaucoup. Et puis, bien sûr, la France pourrait agir, et puis l'Union européenne pourrait faire évidemment beaucoup plus. Donc, mais dire qu'en gros, à tous les niveaux, il y a la possibilité d'agir une fois qu'on a réalisé l'ampleur du problème et l'urgence à agir. Alors, à votre niveau, je sais que vous proposez des ordonnances sur ces questions-là, et c'est peut-être intéressant d'en dire un mot. Une maman qui arrive et qui se rend compte que son enfant a des vrais retards de langage, justement dû aux écrans, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Alors, je vais rajouter une petite couche quand même à tout ce qu'on vient de dire sur la santé physique, dont on n'a pas beaucoup parlé et qui me semble essentielle et qui a un lien évidemment aussi avec l'enfant, parce qu'on va mal psychologiquement, la perte d'empathie, enfin tout ce qu'on a pu dire, beaucoup de choses. Mais les enfants sont des enfants d'intérieur maintenant et c'est ce qu'on est en train de créer. Avant, ils étaient dehors, ils jouaient, ils bougeaient et ils prenaient le risque d'aller acheter le pain ou des choses comme ça qui paraissent un peu folles quelque part, puisque maintenant, c'est plus du tout ce qui se passe. Et sérieusement, on est très inquiet. Enfin, moi, en tant que médecin, je suis très inquiète parce que l'obésité augmente, le diabète, l'hypertension artérielle, même du petit enfant, de l'enfant. Et puis la sédentarité. Par définition, quand vous utilisez un écran, vous ne bougez pas. Et ça a un impact sur la santé important. Même les cardiologues sont inquiets parce que les capacités d'adaptation à l'effort sont en train de diminuer. Donc nos futurs Jeux Olympiques, je vais un peu loin pour la dérision, mais vraiment ça pose un sérieux problème. Et pour finir sur le plan de la santé, parce qu'on n'en parle pas assez, l'effet sur la vision va nous claquer à la figure, si je puis dire, parce que déjà en Asie, il y a une épidémie majeure de myopie qui est une vraie maladie, et il n'y a pas que ça qu'on va pouvoir constater à l'avenir. Alors oui, pour informer au mieux les parents, et j'aimerais tellement que tous mes collègues médecins généralistes et pédiatres fassent la même chose, dès les premières consultations, je fais une ordonnance à la même hauteur que la vitamine D ou un traitement pour dire combien c'est important, puisque la vie des gens a changé. Donc le numérique doit être pris en compte dès la naissance. Je dis aux parents, selon les âges, et utiliser comme ceci ou comme cela. Ça ne veut pas dire que je suis anti-écran, bien évidemment au contraire, on vit dans notre monde, mais il faut savoir bien l'utiliser, c'est ce qu'on dit depuis le début. Donc, si un parent a un bébé, son téléphone, il s'en servira quand le bébé dormira parce qu'il doit être disponible pour son enfant. Et c'est comme ça qu'il va bien se construire. Et plus grand, il va avoir peut-être envie de lui montrer un dessin animé, ou ainsi de suite. Et donc, on va lui expliquer comment l'enfant apprend à parler et comment il apprendra bien mieux avec l'humain qu'avec le téléphone. Et ça, c'est écrit noir sur blanc sur l'ordonnance. Je dis parce que ça peut être une chose pratique qui est importante pour les parents. La visio avec la famille, il n'y a pas les fameux algorithmes dont on parle depuis tout à l'heure. L'enfant a 2 ans, il se lasse, au bout de 5 minutes, la grand-mère, il en a marre et il passe à autre chose. Pareil pour les photos de famille, les films de famille. Donc en soi, l'écran va pas poser problème parce que le contenu n'est pas addictif, n'est pas fait avec une notion financière sous-jacente, quel que soit l'âge de l'enfant. Et après, quand les enfants sont malheureusement surexposés de façon très importante, j'ai une ordonnance qu'on peut retrouver sur notre site du collectif Surexposition Écran où on reprend en fait tout ce qu'il faut essayer de faire. La première raison pour laquelle les parents se font avoir, c'est pour calmer l'enfant. Ils donnent l'écran et c'est merveilleux, ça marche super bien. Une sorte de régulateur émotionnel. Et qui marche super bien, c'est on-off, c'est impressionnant comme un bébé et on le sait, est attiré par tout ce qui bouge et qui est lumineux. Donc vous lui donnez, il est sidéré d'informations, il ne bouge plus, même le regard est comme ça. Il ne traite pas l'information, c'est ce que vous dites par ailleurs. Non, il ne sait pas, il est sidéré et donc il s'arrête de pleurer parce qu'il est complètement pris. Et puis après, on va utiliser ça aussi pour manger. Un enfant un peu opposant, à 18 mois, c'est classique, beaucoup de parents l'ont connu.
on va donner l'écran et il va ouvrir la bouche parce qu'il est sidéré, pris par ces... Il faut le savoir aussi, on ne l'a pas dit, les images sont calculées pour sidérer l'enfant. Les sons sont aussi particuliers pour que vraiment il ait tellement d'informations qu'il ne puisse plus ne rien faire d'autre que de regarder l'écran. C'est diabolique quand même, hein, vraiment. Hein. Donc du coup, le temps d'écran va augmenter. C'est comme ça qu'on se retrouve à des temps d'écran importants et un enfant qui va avoir ce temps volé à tout ce qu'il doit apprendre. Et donc ça prend du temps à expliquer aux parents parce que moi, je leur parle de captologie, de technoférence, de temps volé. Et tout ça, c'est sur l'ordonnance, à la fois en prévention. Et puis quand on est arrivé dans un excès pour que tout le monde soit informé. Parce que c'est une histoire où toute la famille doit s'y mettre. L'adolescent, le frère adolescent, la grand-mère, la babysitter, tout le monde. Parce que c'est compliqué. Et ce qui donne un peu d'espoir, c'est que le sevrage, vous dites, est plutôt efficace. Oui, vraiment. Il faut le dire quand même, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens Mais c'est qui nous essentiel. D'abord, écoutent c'est jamais trop tard. Même l'adolescent, le pauvre adolescent qui est enfermé dans sa bulle de TikTok ou autre, on peut gagner sur le sommeil. Ne mettez pas d'écran dans la chambre des adolescents, des enfants, des petits-enfants. Et vous, adultes, parents, essayez d'être exemplaires parce que l'enfant, il fait ce que fait son parent et non pas seulement ce qu'il dit. Donc idéalement, il faudrait qu'il n'y ait aucun écran dans les chambres. Donc là, les parents me disent « mais c'est pas possible ». Ben si, c'est possible et on achète un petit réveil et on y arrive très bien. Parce que si on préserve le sommeil des enfants, des adolescents, déjà on pourra se parler, on sera de meilleure humeur et on n'aura pas été exposé à des contenus inadaptés. Parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, certes c'est un vrai problème, mais il n'y a pas que ça. On va parler de la pornographie, hein. Les enfants se retrouvent devant des images qui ne sont pas forcément liées aux réseaux sociaux et qui sont totalement évidemment inadaptées. Donc préservons le sommeil, quel que soit l'âge, les adultes compris. Puis après il y a des règles qu'on aime bien nous à cause, dont on parle, hein, qui sont la règle des 4 pas, avec pas d'écran le matin pour la concentration, pas pendant les repas. Je rappelle qu'on mange plusieurs fois par jour, donc ça fait du temps sans écran normalement, et pas la télévision allumée derrière aussi. Non, il la regarde pas, docteur, je vous promets. Ben si, il la regarde, et l'adulte n'est pas disponible de la même façon. Hein. C'est ce qu'on appelle l'effet de la télévision en arrière-plan. Et puis avant de dormir, idéalement, on lit des histoires, on regarde des livres, c'est beaucoup mieux. Est-ce que vous croyez quand même à un usage raisonné, justement, du numérique? Parce que là, on a l'impression, on est quand même sur l'écran diabolique. Est-ce qu'on peut terminer peut-être sur cette notion-là? Parce que c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire là-dessus? Mais moi, je pense qu'on peut très bien vivre avec le numérique, sauf qu'il faut être honnête avec les gens. Il faut effectivement que notre société, les politiciens et autres, tout ce qu'on a dit, que le DSA soit mis en place. Parce que tant que ça ne s'est pas fait, on ne protège pas. Et quand vous donnez à une personne de l'alcool, il va continuer à en boire s'il est addict à ça, c'est exactement pareil pour le numérique. Mais si on fait un arrêt pour ceux qui ont trop regardé et qu'on explique, et en prévention dès la maternité, idéalement, en fait, il faudrait faire de la prévention dès la grossesse. Parce que toute maman, tout papa a envie de faire le mieux possible pour son enfant. Donc s'il a ces informations de captologie, déjà, il y a une petite graine qui s'est plantée. Et donc, au fur et à mesure, on va bien améliorer l'usage de l'écran. Et puis, il faudrait que la formation de nos médecins, de tous ceux qui sont autour de l'enfant, c'est ce qu'on raconte dans notre livre, L'enfant écran, eh bien, soit informés. Parce qu'on en parle, les gens là sont en train d'être informés, mais il y a des tas de soignants aussi qui ne sont pas informés de cette problématique. Sur ce rapport sain au numérique, vous avez coupé, donc vous défendez un peu la déconnexion complète, mais est-ce que quand même, en termes de projet de société, vous voyez quand même une issue? Alors bon, moi j'ai pas du tout complètement coupé puisque je passe quand même énormément de temps sur mon ordinateur pour le travail. Mais alors vous parlez d'écran diabolique, je pense que c'est pas forcément le bon terme. En revanche, je pense que c'est peut-être une nuance que je peux avoir avec Sylvie Osica là-dessus ou avec d'autres. C'est que moi je crois qu'effectivement la technologie numérique pose problème en elle-même. C'est-à-dire que, nous on se réfère beaucoup à un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, qui a vraiment pensé la place de la technologie dans la société, qui montre que la technologie n'est pas neutre, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle a à la fois des effets positifs et à la fois des effets négatifs. Mais le problème, c'est que comme elle est orientée vers l'efficacité, vers la quête de profit de ceux qui la détiennent, en fait, tendanciellement et structurellement, elle sera problématique. Donc, Internet, les réseaux sociaux, en fait, tendanciellement, structurellement, ils poseront problème. Et donc, vivre sereinement et apaisé avec Internet et les réseaux sociaux, à titre personnel, je n'y crois pas. Et je pense que, en fait, notre but, ça va être au contraire de réduire cette place et conquérir des espaces de liberté. Regagner du temps extérieur, regagner du temps de lecture, regagner du temps familial, regagner du rapport à la nature. Ralentir, en fait, voilà. Moi, à titre personnel, c'est plutôt vers ça que je vois une issue. Katia Roux, là-dessus? Oui, alors peut-être quelque chose un peu à mi-chemin
Pour la synthèse, non, mais c'est vrai que ce qui est à la fois terrible, mais en même temps qui donne de l'espoir, c'est que tout ça est issu de choix en réalité. Les plateformes, elles fonctionnent par choix de conception. Et il pourrait en être autrement. Par définition, si c'est un choix, le choix pourrait être différent. Donc je suis d'accord qu'aujourd'hui, la manière dont sont conçues ces plateformes, ces réseaux et le fonctionnement des entreprises, des réseaux sociaux, du numérique en général, est extrêmement problématique pour toutes les raisons qu'on a citées. De l'économie de l'attention, la captation des données, etc. Aujourd'hui, le fait aussi que ce sont souvent des systèmes qui sont biaisés dès leur conception, qui ne sont pas neutres, qui peuvent amplifier des discriminations, etc. Aujourd'hui, tels que ces systèmes sont conçus, ils sont problématiques. Mais on pourrait tout à fait imaginer une autre manière de concevoir ces systèmes, encore une fois, pas fondée sur la captation des données, sur la surveillance, sur l'économie de l'attention, etc. On connaît en fait les modèles un petit peu alternatifs qui permettraient, en l'occurrence, de peut-être avoir accès à ce qu'il y a de bien aussi sur ces plateformes. C'est-à-dire que nous, on a pu documenter, on est une organisation internationale, donc il y a aussi énormément de mobilisation, de défense des droits dans certains pays où il n'y avait pas du tout d'espace disponible pour revendiquer ses droits, partager, s'exprimer. Et les réseaux sociaux ont, à certains égards, permis aussi à certaines voix de s'élever. Donc pour nous, l'idée, c'est pas forcément de tout mettre, tout fermer, mais de repenser le modèle de ces plateformes-là, d'obliger les entreprises, et je suis d'accord, c'est extrêmement long et on n'y est pas aujourd'hui, mais on est obligé de redire qu'en premier lieu, la responsabilité, elle est sur les entreprises, que c'est extrêmement important de pouvoir imbriquer tout ce qu'on a dit aussi, les niveaux locaux, nationaux, régionaux, internationaux, la formation des différents secteurs, et que tout ça, en fait, fonctionne ensemble, fasse vraiment système pour contrecarrer un système qui, aujourd'hui, est effectivement préjudiciable, mais qui pourrait être autrement. Et donc, c'est aussi ce qu'on appelle un changement de ce modèle-là pour que, finalement, il soit protecteur des droits humains et qu'on arrive à garantir un espace en ligne qui soit sûr pour tous et toutes. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos réflexions, pour cet échange. Et on se retrouve très bientôt sur France 24.